J'ai des potes qui ont des boîtes, ils les vendent 100 millions pour de vrai là récemment et en fait c'est des mecs fantastiques quoi. Je passe du temps avec eux, ils sont pas du tout écolos mais en fait c'est des gens fantastiques, brillants. J'apprécie énormément ces gens, ils m'inspirent, ils m'enrichissent. C'est pas parce qu'ils sont pas écolos que c'est des merdes. Enfin tu vois, je trouve ça complètement naze comme raisonnement quoi. Et du coup moi je fais mon truc, j'essaye pas de convertir les autres. En revanche, mon truc, si ça prend, eh ben, je vois que ça les intéresse aussi et que ça les intrigue de la même manière que ce que eux font m'intrigue. Et puis tout ça nous amène dans une direction qui est plutôt la bonne, j'ai l'impression. Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. Time for the Planet, qu'on appelle désormais TFTP, une idée au départ qui est devenue un mouvement de fond, une communauté mêlant les codes de l'entrepreneuriat, du monde de l'invest, de l'entreprise libérée et ses principes d'organisation horizontale, pour créer une communauté peut-être de l'ombre, en tout cas engagée, ayant un seul objectif, impacter le monde dans lequel on vit, en créant des entreprises au modèle économique viable et scalable, qui peuvent ralentir, peut-être stopper, on verra, le dérèglement climatique. On en parle avec Arthur Aubeuf, un visage que vous avez déjà vu, là on va passer à sa voix, qui vient nous parler de cette aventure de dingue. Salut Arthur, merci de nous accorder un peu de temps. Salut et merci surtout pour l'invitation. Bon, il y a pas mal de sujets qu'on a envie d'aborder avec toi, à la fois la genèse du projet, son développement, la manière dont ce mouvement s'est structuré pour devenir en tout cas vu de l'extérieur, une belle machine, avec une sacrée orga, des réalisations. Et bien sûr, on va essayer de creuser ensemble la place de la tech et de l'innovation dans votre organisation et aussi dans les sociétés que vous lancez. Yes. Un mot sur toi. Toi, t'es loin d'être seul, même si t'es un visage les plus connus de cet orga. Time for the Planet, au départ, c'est 6 entrepreneurs qui se sont réunis pour lancer un mouvement. Parenthèse qui peut avoir son importance. Le nom en lui-même, Time for the Planet, c'est fini, c'est ça? C'est désormais TFTP, tu confirmes? Alors c'est le nom juridique, c'est pas le nom de la marque. En fait, en effet, on a été attaqué pour notre nom juridique et donc ce nom juridique a été changé. Donc dans nos statuts aujourd'hui, c'est TFTP. En revanche, la marque Time for the Planet qui est déposée à l'INPI est toujours utilisable. C'est pour ça qu'on n'a pas de changement en fait visible, notamment sur les réseaux sociaux, etc. On a juste précisé que c'était une marque TFTP. Comme ça au moins c'est très clair. Mais en effet, oui, t'as raison. Donc ok, petit sujet juridique là-dessus, mais on peut utiliser Time et il n'y a pas de stress là-dessus. Parfait. Exact. Tu peux me dire un mot sur ton parcours perso, j'ai envie de dire, et pro. Comment cette idée de Time a germé de ton côté et comment t'en es arrivé là? Et aussi comment t'as rencontré les co-founders? Ouais, carrément. Bah déjà merci pour ton pitch d'intro qui était aiguisé honnêtement, il était très bien, très beau. Je vais te reprendre les parties du pitch. Eh ben je te l'offre, il est à toi. Merci. Non alors pour mon parcours perso assez étonnant dans le sens où j'ai pas du tout un parcours d'entrepreneur à la base, je ne suis pas entrepreneur à l'origine, j'ai fait une fac de sport moi donc je viens du monde du sport parce que j'ai grandi dans les montagnes là où je faisais par définition beaucoup de sport dans la nature, j'ai passé beaucoup de temps dehors et je continue de le faire. Et en fait, en fac de sport, pendant que je m'ennuyais en vacances, j'ai commencé à créer des communautés, notamment sur les réseaux sociaux et sur Facebook à l'époque. Donc on est en 2011, ça commence à dater. Et il s'avère que j'ai découvert une vocation pour les communautés parce que j'ai adoré cette énergie, cette capacité à rire à l'unisson avec des milliers de personnes ou à partager des infos, des choses. Et du coup, je me suis plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte puisque j'avais une société de médias. Donc en gros, on créait des communautés sur les réseaux qui, lorsqu'elles étaient viables, c'est-à-dire qu'elles cumulaient plusieurs centaines de milliers ou millions d'abonnés, étaient transformées en app mobile, en site internet, qu'on monétisait avec de la publicité, avec des annonceurs en direct, avec des partenariats avec des influenceurs, etc. Okay, et en fait, vraiment aux sources de du community management. Donc là, c'était ton métier à la base. Ok. 100%, et à l'époque on me disait que c'était un jeu et que ça servait à rien, donc ça me fait marrer maintenant 10 ans après de voir que c'est vraiment devenu une clé de la communication. Un jeu serious game. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah moi, je l'ai vraiment toujours pris comme un jeu pour le coup. Et en fait, plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte de l'impact que ça avait et qu'on pouvait vraiment faire des trucs fous avec, comme par exemple participer à lutter contre le dérèglement climatique. En tout cas, voilà, c'était ma première aventure et cette boîte, je l'ai vendue. Alors,
la petite anecdote drôle, je l'ai vendu à un grand groupe de dating, mais de dating un peu particulier puisque c'est le plus gros réseau social libertin du monde, voilà, qui avait besoin d'avoir de l'audience et du trafic et puis des verticales différentes pour se renouveler aussi. Donc c'était marrant comme passation. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y avait rien de spécial. Hein. Juste voilà, c'était des gens étonnants et intéressants. Donc voilà, j'ai fait une première boîte comme ça, puis ensuite j'avais le pied à l'étrier, donc j'ai fait une deuxième boîte dans le digital, des apps mobiles, cette fois-ci plus de services, donc du dating parce que j'avais vu que c'était plutôt C'est cool. trendy, oui. Voilà, du micro événementiel, du gaming un petit peu aussi, voilà. Deuxième boîte qui a été plus difficile, plus profil de boîte classique on va dire où il faut lever des fonds, où il faut faire du produit, donc il y a de l'expérience utilisateur, du parcours utilisateur à comprendre. Donc là j'ai vraiment compris le monde des services dans la douleur, un bon apprentissage. J'ai quand même vendu cette boîte à la fin, c'était pas une grosse vente, mais voilà j'ai vendu cette boîte parce qu'après j'ai été recruté par Thriller, qui est un réseau social américain, un peu un concurrent de TikTok, pour gérer l'Europe. Et en fait, le mec qui venait de racheter ça, parce que c'était une app déjà existante, voulait en faire un gros truc. Et il avait cédé sa boîte dans les apps mobiles avant. Il était en déplacement à Paris. Je l'ai rencontré par un concours de circonstances. Et le mec m'a dit, mais en fait, t'as le profil que je cherche parfaitement pour lancer l'Europe. Donc si t'es chaud, tu lances l'Europe. Et en fait, je me suis retrouvé là-dedans. On était 3 au début. Et 2 ans après, on était 400. Et Oui. il avait fait 300 millions d'euros. Donc ça a été assez fulgurant comme apprentissage, parce que j'ai vraiment appris l'ambition à ce moment-là, notamment. Et là, tu étais toujours dans un métier de création et d'animation de côté communauté, ou tu avais changé un peu de métier? Non, c'était quand même plus large que ça, puisque c'était carrément piloter un réseau social de l'intérieur cette fois-ci. Donc moi, je connaissais bien de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'était toutes les mécaniques digitales, toutes les... Exactement. Et puis, en fait, notre métier était assez bizarre. On emmenait des influenceurs avec des millions d'abonnés en vacances, en gros, dans d'autres pays ou ailleurs, et on leur faisait faire du contenu à fond pour que ce contenu fasse rayonner la marque, la fasse connaître et qu'on génère des téléchargements. Donc ma vie était au service des téléchargements et des danses de gamins dégénérés, ce qui à un moment finit par faire une dissonance. Oui, parce que là, on voit pas encore bien le lien avec le sujet de TFTP. En fait, le lien est toujours là parce que en parallèle des voyages à Los Angeles pour faire danser des influenceurs, moi je continuais d'aller dans le Jura, dans mes forêts, d'être tout seul en haut des montagnes, de réfléchir. Et c'est où le Jura pour toi? C'était dans quel coin? Alors je suis dans le Haut-Bugey, c'est le département de l'Ain encore, mais c'est les massifs du Jura. C'est là où il y a les plus hauts sommets du Jura d'ailleurs, voilà. Et donc j'étais autour de Nantua pour ceux qui connaissent, voilà, un peu plus en montagne. Donc voilà, en gros, j'ai eu cette dissonance avec Thriller parce que j'ai à ce moment-là aussi vu ma nature changer, la neige qui fondait, les stations de ski dans lesquelles j'avais appris le ski qui fermaient, plein de choses, hein, les épicéas qui mouraient en montagne parce que ils étaient plus en assez haute altitude, les invasions avec la pyrale du buis. Enfin voilà, j'ai vu qu'il se passait des trucs pas normaux. Je me suis beaucoup renseigné, je suis tombé complètement dans le sujet du dérèglement climatique, les conférences de Jean Covici, les différents experts, les rapports du GIEC. Ça m'a mis une très grosse start et j'ai commencé donc à agir en tant que simple citoyen au début, donc à faire tout ce qui était possible en tant que Arthur et dans mes petits gestes. Donc j'ai très fortement réduit la viande, j'ai très fortement réduit l'avion jusqu'à l'arrêter. Enfin voilà, je fais plein de choses et en fait j'étais quand même frustré encore. Et la raison de ma frustration, c'était évidemment ma dissonance parce que je bossais dans un truc qui faisait l'inverse de ce qu'il faut faire, en gros, et qu'encourageait un monde qui n'était pas forcément celui qui est le plus soutenable. Et en plus de ça, je sentais qu'il fallait faire beaucoup plus, quoi, et que j'avais pas d'outils surtout. Je me sentais un peu à poil au milieu d'une autoroute avec un 35 tonnes lancé à 200 km/h en face de moi. Et du coup, j'ai arrêté Thriller du jour au lendemain, donc j'ai laissé tomber mes stocks et tout le bazar, et je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est là que j'ai commencé à faire un travail de fond sur les modèles d'entreprise, parce que ça m'avait toujours intéressé et ça faisait quasi 10 ans que j'étais entrepreneur à ce moment-là. Et je me suis dit, d'où vient l'entreprise en fait? À quoi sert une entreprise de base? Pourquoi est-ce qu'on fait des entreprises? Et là, tu comprends que la version actuelle de l'entreprise, même dans le code civil, est complètement dévoyée, puisqu'à la base, c'est juste un groupe d'individus qui a une conviction ou des valeurs communes et qui a envie de s'associer pour participer à résoudre un problème. Et tous les parties prenantes, à leur manière, avec ce qu'ils ont à mettre à disposition. Donc, les actionnaires mettent de l'argent, les employés mettent du temps, les managers mettent leurs compétences de management. Enfin voilà, chacun participe pour faire éclore quelque chose au service du bien commun. Et en fait, maintenant, l'entreprise fonctionne moins comme ça. Elle a un peu été dévoyée au fil du temps. Et du coup, ça m'a
ça m'a questionné. Je me suis dit pourquoi est-ce que ça s'est tant transformé, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme modèle d'entreprise pour vraiment apporter des solutions. Et donc, je suis devenu assez passionné du sujet en parallèle de mes rencontres avec mes cofondateurs actuels. Donc, ça a pris quasiment un an, cette période où je faisais pas grand-chose à part réfléchir à un nouveau modèle d'entreprise au service de l'urgence climatique, en gros. Et un de mes cofondateurs, c'était un mec qui me sous-louait des bureaux à Lyon il y a quelques années pour ma deuxième startup. Et donc, je savais qu'il s'intéressait à ces sujets de l'entreprise. Il avait son entreprise en entreprise libérée. Il utilisait les profits pour faire d'autres choses que juste rémunérer les actionnaires. Enfin, bref, il y avait plein de choses. Et en fait, quand je l'ai rappelé, il était en train de faire exactement pareil que moi. Donc, un modèle d'entreprise pensé et paramétré pour participer à la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, on s'est dit, au lieu d'être deux connards qui font leur truc chacun dans leur coin, on va le faire ensemble. Et il m'a présenté Nicolas, qui était déjà son associé sur le projet, puis Laurent, puis Denis. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on a agrégé des gens autour de nous qui avaient un peu ce pétage de câble, hein, quand même, parce qu'on a arrêté nos activités. Certains avaient des boîtes très, très rentables qui les faisaient très bien vivre et ils ont arrêté du jour au lendemain. Et donc, eux, ils ont tous été touchés plus ou moins par quelque chose, la naissance d'un enfant, la mort de quelqu'un. Enfin voilà, chacun a eu un peu ces trucs qui ont fait que le cheminement a été plus ou moins rapide. Et voilà comment on s'est retrouvés à se mettre ensemble. Et ça, c'était à quelle année? 2019. Et là, on est ensemble, on sait où on veut aller, mais vous savez par quoi, enfin, le concept de Time a été clair dès le départ, ou ça s'est fait relativement naturellement, en fait, ouais, alors, un peu au hasard Bah, très bonne question. En fait, à l'origine, c'est pas clair. Ce qui est clair, c'est que on voit que il faut qu'on crée un modèle qui notamment nous permet de sortir le risque d'un arbitrage qui soit toujours motivé par la possibilité de gagner plus d'argent, qui pour nous est la problématique majeure aujourd'hui des modèles d'entreprise qui n'arrivent pas à faire les bons choix ou qui ne les font plus ou qui n'arrivent pas à être dans un sens vertueux. Donc on avait travaillé beaucoup là-dessus et ça a ramené à plein de concepts différents, l'open source, etc. Tu vois, aujourd'hui dans Time, il y a des petits paradigmes qui sont changés et qu'on voit pas forcément tout de suite, mais typiquement nous, quand on crée nos concurrents et que nos concurrents nous battent, nos actionnaires sont contents parce que ça fait exploser leur rémunération, qui est une rémunération extra-financière, puisque c'est notre impact, notre indice d'impact, et donc ça fait exploser les dividendes climat, donc la quantité en tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées, parce que quand un concurrent se crée, avec les licences libres qui sont liées à l'open source, en fait, nous, on récupère la quantité de gaz à effet de serre non émis ou captés par leur activité. Et comme c'est avec ça qu'on rémunère les actionnaires, ben voilà, ça fait des changements de paradigme. Donc en fait, on a réfléchi à plein de mécaniques comme ça, et le démarrage vraiment de l'aventure Time for the Planet, il se fait avec des discussions avec des scientifiques en fait, parce que nous on ne l'est pas. Mais très vite, on s'est tourné vers des gens et par effet de réseau, on a pris le thé avec des gens comme Jean Jouzel assez vite, en leur disant bah voilà, nous on est plusieurs entrepreneurs à vouloir mettre l'entreprise au service de l'urgence climatique. On peut se permettre de s'affranchir de toutes les règles, de toutes les choses qui nous semblent, qui reviennent un peu toujours, qui pop dans les cerveaux humains parce que on a des schémas bien installés. Nous, on va faire un peu table rase, on va réfléchir autrement parce que on a vendu des boîtes et parce qu'on a un petit peu de cash devant nous. On sait qu'on va faire des années de bénévolat, mais on veut prendre ce temps-là. Dites-nous sur quoi il faut qu'on agisse parce que en fait, on a compris le problème, mais les solutions, c'est moins clair. Et en fait, ils nous ont toujours dit la même chose. Il n'y a pas fallu en faire 50 parce qu'en fait, au bout de 10, on savait ce qu'il fallait faire. À chaque fois, ils nous disaient, il nous faut aujourd'hui pour faire la transition de la sobriété, c'est inévitable, ça passera par là, et de l'innovation, entre autres, pour provoquer la sobriété. Et pas de l'innovation pour faire du toujours plus et faire du technosolutionnisme, de l'innovation pour réinventer nos économies et les décarboner en profondeur. Et là où l'histoire de Time for the Planet commence, c'est qu'à chaque fois, ils nous font ce constat que ces innovations, elles existent déjà toutes. Et que la raison pour laquelle on ne les voit pas, c'est que les innovateurs ne sont pas des entrepreneurs. Donc, c'est des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs. Et donc, eux, trouver un modèle économique viable, faire en sorte que leur innovation devienne une entreprise, qu'elle grandisse, qu'elle passe dans nos quotidiens à toutes et tous, bah, en fait, c'est l'opposé de leur métier. Et ça, c'est une thèse qu'on a vraiment validée depuis, quoi. Ouais, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça met en avant les compétences que vous pourriez apporter versus, enfin voilà, c'est un énorme match entre ceux qui a l'idée et celui qui sait pas la marketer ou la construire. Et en plus, nous, on avait dans notre cercle plus ou moins proche plein d'entrepreneurs bien plus talentueux que nous, qui justement avaient eu le même déclic et qui se disaient bon, maintenant ça suffit. Moi, j'ai développé une compétence entrepreneuriale et je l'ai aiguisée toute ma vie.
à quoi elle sert, quoi. Et j'ai envie de faire un truc vraiment utile. Et en fait, ces gens-là, quand on leur parlait de ces innovations, ils disaient mais moi là, je me sens vraiment utile, quoi. Je me dis putain, c'est là mon rôle, quoi, en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller permettre à ces innovations de enfin changer la donne. Et on s'est dit ok, c'est ce que va faire Time. En fait, on va matcher des innovateurs qui portent donc ces innovations structurantes pour décarboner l'économie et des entrepreneurs chevronnés qui eux veulent se sentir utiles et faire un truc qui a vraiment du sens. Et nous, notre rôle, ça sera donc de co-créer des boîtes avec eux et d'injecter l'argent qui permettra d'accélérer et de maximiser le déploiement. Et donc c'est ce qu'on fait. Voilà. Ok. Et juste une petite parenthèse sur cette équipe de six co-founders là. Comment vous bossez ensemble? Je crois qu'il y a une petite originalité, c'est que vous n'êtes pas dans le même but, vous n'êtes pas dans un bureau les uns à côté des autres, vous êtes plutôt assez éclatés. Comment ça se passe entre vous au quotidien? C'est ultra chelou. Je t'avoue que ça a été un gros apprentissage pour tout le monde. C'est bizarre de mettre six CEO en gros ensemble, quoi, parce que on a tous été habitués à avoir nos associés, mais c'est pas pareil, c'est pas des tempéraments CEO, quoi. Et donc je trouve que la force de Time for the Planet, c'est qu'on a chacun notre spécificité, notre cœur de compétences, notre expertise. Tu vois, moi c'est vraiment développer des communautés les plus grosses possibles autour d'une cause ou d'une croyance. Et puis chacun a sa spécificité. T'en as qui vont vraiment, Laurent par exemple, c'est le boss du back office, il va te gérer tout le juridique, tout le comptable, tout ce qui est back office qu'on voit pas, boum, tout roule parfaitement parce que lui, il avait ouvert des cabinets d'expertise comptable, ça cartonnait, ils avaient des centaines d'employés, c'est un barjot de ça en fait. T'as Mehdi qui est hyper fort en tech, il va faire tout ce qui est automatisation, il va piloter des développeurs quand il y a besoin. Enfin voilà, c'est son dada. Il avait monté des boîtes dans la tech justement. En fait, on a tous notre verticale. Et ce qui est du coup intéressant, c'est qu'on ne parle quasiment pas. On parle évidemment, mais beaucoup moins que ce qu'on a eu fait avant, parce qu'en fait on délivre, chacun connaît sa verticale et délivre, et puis les autres délivrent en fonction, et ça marche. Et, Donc et vous fonctionnez comment? Avec des objectifs, des OKR entre vous, et chacun déroule et fait et tient un peu les autres à jour de ses avancées? en fait, on a quand même une plateforme où on discute qui s'appelle Discord. Alors c'est pas le nom le plus clair pour faire ce qu'on fait, mais en fait c'est là où il y a aussi tous les associés actifs de Time for the Planet. Parce qu'en fait très vite on s'est rendu compte que il y avait des milliers de mecs qui mettaient de l'argent et qui nous disaient en fait moi l'argent c'est bien, mais j'ai aussi 5 heures à donner par semaine et je veux les donner pour vous. Donc comment je peux vous aider? Et du coup cette plateforme là nous permet d'échanger avec ces gens et aussi entre nous. Donc on a un groupe entre nous. Et en fait, si tu veux, ça se fait au jour le jour, quoi. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai posé un poisson d'avril avec Macron. On est en train de prendre 2000 associés aujourd'hui. Laurent, j'ai vu le message qui était très bien fait. Ouais, après, on va mettre les autres candidats quand même pour aller de plus en plus vers des trucs très, très grossiers jusqu'à des trucs complètement absurdes pour que tout le monde comprenne bien qu'on était en train de faire une blague. Mais, tu vois, ça, c'est un truc qu'ils étaient pas au courant, les gars. Ils m'ont dit, putain, espèce de grand malade. Et du coup, là, ils sont tous, ils ont remanagé un peu leur planning pour gérer le flux entrant d'associés et ce que ça implique en termes de back-office. Et en fait, moi, il y a des jours où c'est pareil. Il y a des jours où ils me disent, ah, Arthur, aujourd'hui, on peut pas recevoir d'associés, j'ai un problème technique, machin. Et moi, je suis en train de faire une énorme campagne. Donc, parfois, ça peut poser problème. Mais en fait, on a suffisamment d'agilité pour l'instant. Hein, et là, on est en mode squad, hein, clairement, tu vois, en mode bourrin, pour que ça fonctionne. Et on pense que pour lancer Time, il faut y aller comme ça. Mais par contre, on est aussi en train de préparer la structuration de Time à beaucoup plus grande échelle. Et typiquement, c'est le rôle de Nicolas, qui est un peu celui qui porte, on va dire, la partie organisationnelle macro, tu vois, qui prend du recul en permanence et qui retravaille, par exemple. Travaille la vision, en tout cas, du projet, c'est ça? La vision, je pense c'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y a pas un mec qui porte la vision. On a tous une vision et on arrive à les faire coïncider. Je trouve ça assez formidable pour le coup. Par contre, lui, il va plutôt, bien sûr, il fait partie de ceux qui travaillent la vision très principalement, puisque c'est aussi son rôle de prendre du recul, mais il va plutôt être sur le fait de dire, ok, il faut qu'on ait une gouvernance qui soit la plus horizontale possible. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Enfin, tu vois, il alloue un peu plus de temps de cerveau à ce genre de truc, alors que nous, on est dans l'exec comme des gros bourrins, quoi. C'est un peu ça. Bon, en tout cas, il y a plein de concepts sur lesquels je vais essayer de revenir. Mais si on fait une synthèse, donc vous recherchez deux choses, des idées de projets à impact et des investisseurs. En clair, c'est ça? Plus que des idées, vraiment, on va sur des innovations qui sont déjà prêtes et qui demandent que un passage à l'échelle massif. Okay. En fait, c'est ça le sujet. Et quels sont les critères de justement ces projets, de ces technos, de ces idées qui sont... Ouais. Alors, ça doit être des innovations structurantes pour
vraiment être capable de décarboner l'économie. Donc ça peut pas être des ruches sur le toit ou un truc de petite ampleur. Ça doit vraiment être capable, si c'est développé à l'échelle mondiale, de faire baisser de plusieurs pourcents les émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, c'est une valeur théorique, mais c'est juste pour te donner l'idée du fait que on va sur des trucs qui sont On vise structurés. haut, quoi. Très haut. Voilà, on prend le plus gros possible parce qu'on sait que si on fail, ça peut quand même représenter des milliers ou des dizaines de milliers de tonnes de CO2 évitées par mois ou par an en fonction. Si c'est passé à l'échelle et si on réussit le pari, évidemment, hein, parce que tout ça n'est toujours qu'un pari. Après, on peut jamais s'assurer à 100% qu'on réussira tout, mais on essaye au max. La deuxième chose, c'est que ça doit être compatible avec l'open source. Donc, ça doit être des innovations pour lesquelles les porteurs de projets sont prêts à dire je mets en open source. Donc, en licence libre, pour être tout à fait exact, c'est-à-dire qu'ils ont un brevet, mais sur ce brevet, on crée la licence libre avec un certain nombre de conditions en fonction. En revanche, la condition sur laquelle on est intransigeant, c'est que c'est gratuit. Et en fait, ça marche très bien. On avait un peu la crainte qu'ils soient pas capables de l'accepter. En fait, comme on est sur des marchés qui ne sont pas suffisamment gros pour être porteurs, les mecs ont vraiment intérêt à ce que leur marché devienne porteur. Et ils savent très bien qu'ils y arriveront pas tout seuls. Donc très très vite, ils en viennent d'eux-mêmes à se dire qu'il faut qu'ils partagent. Et ça, c'est intéressant parce que on peut prendre l'exemple d'Elon Musk, par exemple. Elon Musk, il a fait ses superchargeurs qui lui ont coûté une sacrée blinde. Il a commencé à vouloir garder ça pour lui tout seul et équiper les routes tout seul. Et puis un jour, il s'est tourné vers son Comex. Il leur a dit, les gars, on ne va jamais être prêt avec le marché de l'électrique si on est tout seul à équiper les routes. Ça va prendre 30 ans. Et en fait, unanimement, ils ont dit, OK, open source, quoi. On file tout ça à tous les autres constructeurs. Comme ça, tout le monde équipe les routes et le marché est prêt dans 10 ans. De toute façon, on sera leader. Et ben c'est un peu la même chose avec les innovateurs qu'on a. Les mecs savent qu'il faut que le marché s'ouvre très vite, donc on a intérêt à être en open source, mais ça reste quand même une condition importante et tous ne le comprennent pas forcément. Donc ceux-là, ils vont pas candidater à Time for the Planet. Donc, deux critères, il y en a d'autres encore? Non, ou c'est les deux principaux? C'est les deux principaux. Après, il y a 6 critères six critères qui sont ceux avec lesquels on juge aujourd'hui les innovations quand on est évaluateur. Donc, c'est la première étape de notre process de sélection. C'est des gens qu'on forme pour qu'ils aillent noter sur une plateforme en ligne chaque innovation sur 5. C'est voilà une note sur 5 en fonction de ces 6 critères. Mais tu vois, il y en a plein. Il y a la réplicabilité, la faisabilité. Je les ai plus tous en tête, mais voilà, il y en a 6 quoi. Ok. Et c'est des projets qui doivent avoir déjà une existence ou c'est peut être des concepts en mode R&D, des technos, ils ont quelle, ou peut-être des entreprises existantes que vous boostez? Ils ont quelle forme ces sujets d'innovation? C'est une excellente question parce qu'en fait c'est très protéiforme. Il y a de tout et ça c'est un apprentissage aussi de Time for the Planet. Alors il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de TRL, qui est l'échelle on va dire pour jauger de la viabilité d'une innovation, ou en tout cas de sa capacité à vraiment avoir de l'impact. Donc c'est une échelle entre 0 et 10. Donc 0, c'est un PowerPoint, 10, c'est un truc qui est utilisé partout dans le monde, quoi, massivement. Et donc nous, on est entre 4 et 8. Donc tu vois, pour te dire, c'est des trucs qui existent, qui ont déjà fait leurs preuves parfois à une échelle locale, mais qui n'ont pas du tout les armes pour passer à grande échelle. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est très souvent des mecs qui sont sous perfusion de subventions depuis 20 ans, parce qu'ils travaillent sur un truc un peu pointu, mais ils sont jamais allés voir un client, quoi. En fait, ils s'en foutent, ça les intéresse même pas. Et donc ça, c'est assez dingue, parce que aujourd'hui ça regorge de ce genre de projet, quoi. Et donc souvent il y a déjà une entreprise qui a été créée typiquement pour avoir les subventions, mais c'est des entreprises où il y a très peu d'actionnaires, ou enfin tu vois il y a eu pas vraiment de vraie levée de fonds. Quand il y en a une, c'est vraiment un seed gentil. Donc c'est quand même des contextes très favorables à ce qu'on arrive, quoi. Ok. Ça peut être très technique. Comment vous faites pour tu disais tout à l'heure qu'on formait des gens pour noter, mais ces gens, c'est des scientifiques, des ingés qui s'y connaissent, c'est ça? Non, alors en fait, on forme nos évaluateurs, donc c'est des gens parmi nos actionnaires, peu importe qui. Alors il y a quand même 50% de profils plutôt scientifiques ingénieurs, mais peu importe. Ces gens-là, ils suivent une formation d'1 heure et ensuite ils passent 20 minutes à 1 heure justement par innovation pour mettre une note. Et donc on en a 4500. Donc c'est un peu la sagesse des foules. On en forme 100 par semaine. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on se rend compte après 1 an de recul sur ça qu'ils arrivent en sagesse des foules à une précision qui est similaire à notre comité scientifique. Ça c'est assez dingue. Et donc ces gens-là, ils créent un top tous les trimestres, donc un top 10, un top 5 parfois d'innovation. Et c'est ce top qu'on va soumettre à l'étape 2. Donc là, le comité scientifique, où là, c'est vraiment des experts, ils sont 14 pluridisciplinaires, ils viennent de tous les grands labos, autant le directeur du CNRS Innovation que le directeur du CEA, la directrice de l'INRAE, bref, de tous les labos.
Et ces gens-là, ils vont recevoir les dossiers du top un mois avant le jour du comité scientifique. Et là, ils ont toute prérogative pour mobiliser les experts de leur réseau, mobiliser leur réseau de manière générale, travailler pendant un mois en amont. Ils sont bénévoles, je tiens à préciser, ils le font en plus de leurs obligations. Et le jour du comité scientifique, ils se réunissent, ils sont avec les porteurs de projets, ils les challengent, ils creusent, ils poussent, et c'est là où ils vont choisir quelles innovations passent à l'étape d'après ou non. Et quand on a fait ça, là, on a vraiment exclu ce qui scientifiquement était pas crédible, et on passe sur la partie marché. Et donc là, ce qu'on fait, ça dure plusieurs mois, la troisième étape. On envoie des entrepreneurs qui sont candidats pour porter nos boîtes sur le terrain, et on leur dit revenez avec des clients. Et en fait, ils partent au front chercher des clients avec un truc qui est pas prêt. Mais ça nous permet de nous assurer qu'il y a un vrai marché, qu'il y a vraiment des gens prêts à payer. Quand je dis qu'il est pas prêt, ça veut dire que c'est pas packagé, c'est pas marketé, c'est pas sexy. Mais ça nous permet aussi de tester les CEO comme ça, parce qu'on voit ceux qui sont vraiment bons, et puis on voit aussi lesquels ont un bon fit avec l'équipe des porteurs de projets. Donc ça, c'est une étape qui est vraiment cruciale. Le plus rapidement qu'on ait fait ça, c'est 3 mois. Et puis il y en a qui sont toujours en cours après 7 mois, quoi. Ok, Donc mais ça dépend pas mal. C'est impressionnant quand même cette escale-là dans le tri et dans les filtres. Maintenant, ces sociétés, elles ont une valeur. Tu parles de CEO, donc en fait, eux vont potentiellement intégrer une société, soit qui existe, soit que vous allez construire autour de cette idée, ce concept, cette innovation. Donc elle doit avoir un modèle économique fiable. Donc Time peut avoir en fait un rôle, une sorte de holding ou de fonds d'investissement. Il y a un modèle économique de Time alors? Ouais, complètement. Alors en fait, c'est très important ce que tu dis, hein. Time for the Planet, c'est une société commerciale à but non lucratif, mais toutes les filiales qu'on crée sont lucratives, évidemment, parce que sinon on paye pas les employés, on va nulle part, quoi. Et puis en plus, pour l'open source, c'est nécessaire, parce que personne ne va dupliquer un modèle de boîte qui n'est pas viable économiquement. Il faudrait être suicidaire. Et encore une fois, même pour attirer les CEO, ces gens-là, ils prennent des parts de la boîte, les porteurs de projet, ils ont des parts de leur boîte, évidemment, et tous ces gens-là, quand la boîte est lucrative, ils peuvent s'enrichir avec. Et ça nous va. En fait, c'est le modèle. C'est comme ça qu'on les attire aussi. Par contre, nous, on fait remonter l'argent qui est généré par ces boîtes à Time for the Planet, et là, nous, on est non lucratif. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, on n'a pas le droit de faire sortir de l'argent, on ne distribue pas de dividendes financiers, on doit réinjecter systématiquement cet argent dans la création de nouvelles entreprises. Et ça, c'est statutaire, on l'a écrit dans nos statuts. Et c'est en ça que le modèle de Time for the Planet est non lucratif, mais ça reste un placement, puisqu'en fait, les gens investissent de l'argent, leur argent travaille au travers des mécaniques entrepreneuriales classiques, mais l'argent généré par le fait que leur argent travaille, il sert juste à augmenter leur impact, parce que nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on choisit de rémunérer nos actionnaires avec un produit extra-financier qu'on a vraiment créé, qui existe vraiment. On l'a créé notamment avec l'ADEME, avec l'ONU, avec Carbone 4, et il rentre dans le protocole Net Zero Initiative, qui est donc le protocole qui certifie la viabilité d'un produit extra-financier sur le carbone. Et c'est donc ce fameux dividende climat qui représente des tonnes de gaz à effet de serre. TRP, c'est ça? Alors c'était le nom initial. D'accord. Et en fait, en travaillant avec toutes ces instances, on a entériné le nom officiel de dividende climat. Et donc ça, c'est je suis actionnaire de Time for the Planet, je possède donc des actions. Ces actions me donnent droit non pas à du dividende financier, mais à du dividende climat. Et donc tous les ans, je reçois un certificat qui me garantit que grâce à mon argent, au fait que mon argent travaille dans ce modèle de création d'entreprise, j'ai pu éviter ou capter X tonnes de CO2. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc ça, enfin, tu vois, moi j'ai une question con, mais je peux, quand je vois tous mes potes qui publient sur LinkedIn des messages comme quoi ils sont actionnaires, je me demandais, j'étais jamais allé jusqu'ici, pardon, mais Non, c'est bien de l'expliquer. Je m'étais vraiment posé la question si c'était du vrai actionnariat ou si c'était, tu vois, en fait un don qu'on faisait pour une asso, pour le climat. Je sais pas, j'avais pas capté la mécanique finalement vraiment d'invest derrière avec un actionnariat concret et peut-être une logique de rentabilité dans laquelle qu'on n'a pas honte voilà d'avoir. Ouais, c'est très important ce que tu dis, parce que au-delà du fait que leur argent travaille dans une mécanique traditionnelle d'investissement, il y a aussi le fait qu'ils sont partie prenante complètement de Time for the Planet, puisque eux, ce qu'ils vont faire, c'est la 4e étape de notre processus de sélection, notamment, ils vont choisir dans quelles innovations on investit. Donc en fait, nos assemblées générales, il y a des dizaines de milliers de personnes en ligne, et on leur dit voilà, ces 3 innovations ont réussi à franchir tout le process de sélection du trimestre. Maintenant,
à vos télécommandes, c'est vous qui choisissez. Et en fait, c'est eux qui investissent, c'est eux qui élisent, notamment notre conseil de surveillance, qui votent pour certaines grandes décisions. C'est très 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 démocratique en profondeur. Et en fait, c'est très important aussi parce que la société et le mouvement leur appartient au même titre que nous. Et ça, c'est crucial parce que c'est des ambassadeurs du projet. C'est pas juste des mecs qui ont fait un don et qui disent bon, maintenant advienne que pourra. Non, c'est des mecs qui disent je suis autant responsable que tous les autres du succès ou de l'échec de mon entreprise. Et ça, c'est une grosse différence. Ok. Et ces dividendes climat, une fois que tu les as, excuse-moi pour la question, mais est-ce que c'est juste une fierté personnelle de contribuer au bien de la planète, ou est-ce qu'on en fait quelque chose? Est-ce que ça a un intérêt, j'imagine pas fiscal, mais je sais pas, est-ce qu'il y a Alors, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que comme ça a une valeur extra-financière accrédité et du coup potentiellement demain dans le monde entier, parce que pour l'instant c'est dans le référentiel européen, mais on travaille à ce que ça soit dans le monde entier. C'est quelque chose qui a une valeur. Bon, alors pour le citoyen qui a mis 1 euro, ça aura pas forcément une valeur plus lointaine que de dire bon bah voilà, c'est cool, j'ai une partie de mon argent qui travaille à ce que je me rapproche des fameuses 2 tonnes, parce que c'est ça aussi quoi, ça permet de se dire bah voilà, moi je travaille à aller vers la neutralité carbone à l'échelle mondiale. Pour l'entreprise, potentiellement ça peut être intéressant dans le sens où nous on millésime les actions. Parce que le mec qui a investi en 2021 a permis de créer 3 boîtes, mais le mec qui a investi en 2022 n'a pas permis de les créer. Et donc celui qui a investi en 2021, ben ses actions, elles vont être plus chargées en dividendes climat que celui qui a investi en 2022. Bon, c'est assez normal. Hein. Donc tu as des classes A, des classes B, des classes C. Et donc ça, pour les entreprises, c'est intéressant parce que en fait, ils se disent que potentiellement, si ils investissent maintenant, et ben demain, dans 10 ans ou dans 8 ans, leurs actions seront très chargées en dividendes climat. Et si eux ont réussi leur transition en interne et qu'ils ont plus besoin d'utiliser leur argent pour les aider à aller vers la neutralité carbone, bah peut-être qu'ils pourront céder ces actions qui donnent droit à du dividende à un autre qui est plus à la bourre. Okay. Et ça nous va en fait. On est très à l'aise avec ça parce qu'on se dit finalement, si demain l'impact est vraiment ce qui donne le droit à une valeur financière supérieure et que c'est réel et que c'est pas du greenwashing et que c'est accrédité et certifié, bah ça nous va en fait parce que ça va créer un mouvement fort d'investissement vers la décarbonation. Ok. Et donc on est exactement dans les mêmes mécaniques que le malus, ou je sais plus exactement comment ça s'appelle, malus bonus carbone des sociétés. Donc on peut imaginer un marché à terme de... Là tu parles du crédit carbone ? Du crédit carbone, oui, que je maîtrise pas trop, tu vois, mais... Ouais, non, pas de souci. En fait, alors, pour bien qu'on comprenne, c'est quand même philosophiquement tout à fait l'inverse, le dividende climat. Donc aujourd'hui, il y a 2 trucs. Hein. Il y a le crédit carbone et il y a le dividende climat. Donc vraiment, enfin nous, c'est un espèce de concours de circonstances, de discussion avec l'ADEME qui fait qu'on a réussi à faire émerger ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il va être disponible pour toutes les entreprises, pas que Time for the Planet. Donc c'est assez incroyable. Ouais, c'est assez étonnant, oui. Ouais, c'est totalement fou. En fait, on s'est retrouvé à discuter de ce cas pour nous avec l'ADEME et les mecs nous ont dit mais en fait ça c'est un des gros sujets de la transition et il nous faut un support indépendant, apolitique pour le porter. Donc go, on le fait avec vous. Ouais. Et en fait, on s'est retrouvé avec 50 experts internationaux autour de la table pour bosser avec nous sur ce sujet, pour faire en fait une preuve de concept de ce truc-là avec Time for the Planet et le sortir de Time for the Planet pour en faire. Et ce qui est assez ouf, c'est que même si Time devait se casser la figure après, le fait rien que d'avoir créé ce concept-là et de l'avoir sorti de tes murs, c'est déjà dingue. Ben nous on se dit mais c'est fou quoi, c'est génial. T'as amené un standard. Exactement. Donc on va essayer de le porter plus loin, mais maintenant je te dis on est associé avec l'ONU, on va l'annoncer prochainement la Change Now sur ce sujet. Donc c'est juste, même nous on a encore un peu de mal à capter ce qui se passe, mais en vrai a priori on était le support parfait pour catalyser les énergies, donc tant mieux. Et du coup juste pour te dire en quoi on est philosophiquement l'inverse avec le dividende climat du crédit carbone. Le crédit carbone aujourd'hui, c'est je continue mon activité, je ne change rien et je compense. En gros, c'est à peu près ce qui se passe. Sans émettre de jugement, des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Nous, c'est l'inverse parce que je contribue à l'effort collectif pour atteindre la neutralité carbone à l'échelle mondiale. Et donc philosophiquement, c'est l'inverse parce que on parle de transformer l'économie en profondeur, notamment grâce à l'innovation. C'est sur ça que repose le dividende climat, hein, sur l'innovation. Et donc c'est l'innovation qui doit faire en sorte que mon activité se transforme, mais toutes les autres aussi de l'intérieur pour être décarbonées, parce qu'il faut qu'on utilise des choses qui n'émettent plus de gaz à effet de serre ou qui consomment moins d'électricité ou qui sont bien supérieures en termes d'efficience. Enfin voilà, tout ça. Ok, ouais, c'est core business, c'est ma finalité, quoi. Ouais. Exactement. Ok, cool. Donne-nous quelques chiffres un peu. Je sais pas si vous communiquez sur le nombre d'actionnaires, sur le nombre de fonds récoltés, sur les salariés que vous avez.
Bien sûr, avec plaisir. Alors, on est à 46 000 actionnaires aujourd'hui, donc on a commencé il y a 2 ans. Du coup, on a une belle accélération parce qu'on a fait les 6 000 premiers actionnaires en un an, et là, on est 46 000. On avait levé 1 million d'euros la première année aussi pour faire notre preuve de concept avec les citoyens, et là, on a relevé 8 millions d'euros de plus, donc on est à 9 millions d'euros en citoyens cette année, ce qui est très cool parce qu'on est le plus gros crowdfunding d'Europe maintenant, donc ça Ok. commence à être intéressant en termes de ce que ça provoque pour nous pour aller chercher beaucoup plus derrière et notamment auprès des grandes entreprises. On est 10, donc il y a 10, donc il y a 4 salariés dans Time for the Planet qu'on a recruté quoi, et il y a 6 cofondateurs. Donc nous on a fait 2 ans de bénévolat et là ça y est, on a payé notre premier salaire de 1 600 euros ce mois. Donc c'était une Bravo. grosse soirée. Ouais. Non mais Cool. en vrai Enfin, en c'est tout cool cas, et puis ça fait c'est un 2 ans bel de. achievement. C'est Ouais. impressionnant aussi quand même de tenir 2 ans et de faire les sacrifices que vous avez fait. C'est impressionnant. Bah après c'était pas des sacrifices vraiment, on va pas jouer les camps, enfin tu vois, enfin les Calimero pardon, les Candeloro le mec allait dire. Ouais, c'est ça. J'ai fait un truc avec lui il y a 2 jours. Désolé, j'ai Ah le ok. cerveau dénoré. Mais du coup, juste là, vraiment, nous, c'était l'expérience la plus excitante de notre vie, hein, Ouais, je clairement. comprends. Enfin, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait une C'est un expérience? effort, mais peut-être que c'était indolore. Mais parce que c'était ce que tu voulais. Enfin, c'était même pas un effort en fait. Mais c'est. Ouais, c'est ça, est-ce qu'on peut faire une expérience de ce à quoi pourrait ressembler un peu le post-capitalisme, en tout cas de ce qu'on en voit, de ce qu'on en imagine, dans quelle direction ça pourrait aller, quoi. Et est-ce qu'on pousse l'expérience à fond? Et en fait, nous, on vit une expérience, quoi. Et du coup, chaque nouveau palier qu'on franchit, on se dit putain, l'expérience avance, quoi. Et en fait, c'est ça qui nous excite, quoi. Et ça nous. Alors oui, on était aussi dans des dispositions clairement privilégiées parce qu'on avait tous vendu Ouais. des boîtes, et c'est ça qui fait la diff, quand même. Après, Sinon, tu parles c'est une petite parenthèse, mais de vision post-capitaliste. Est-ce que ça veut dire que Time sort aussi de l'approche que tu nous as décrit là pour potentiellement mettre le doigt sur une vision de la société ou une vision de de l'économie telle qu'elle devrait être? Parce que vous en parlez parce que forcément vous avez un impact sur une partie de l'économie, mais est-ce que vous avez des velléités d'aller au-delà et d'essayer de changer un peu plus la société dans laquelle on est? non, 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 on n'a pas ces ambitions-là. Moi, c'est juste que, enfin, très humblement, on est très intéressé par l'évolution de l'économie et vers quoi est-ce que l'économie doit aller. Et donc, de manière très simple, en fait, on se dit changer les indicateurs de succès, ça devrait déjà être la base. Donc, est-ce qu'on arrive à créer un modèle autour d'un indicateur de succès qui est extra-financier et qui est supérieur à l'indicateur financier? Est-ce qu'on arrive à repositionner l'indicateur financier comme un outil? Si oui, tant mieux. Sinon, on aura essayé à fond, quoi. Donc, c'est un peu ça l'idée. Mais on n'a pas du tout prétention à dire on va montrer qu'il y a, enfin, on veut pas que ça soit contagieux spécialement. Enfin, si ça l'est, tant mieux. Mais si tu veux, enfin, c'est aussi pour ça que notre objectif c'est 1 milliard, parce qu'on se dit, si on réussit l'expérience avec 1 milliard, ça sera significatif quand même. On aura montré qu'on est capable d'entreprendre autrement et d'entreprendre au service d'un indicateur extra-financier, de remettre le bien commun au service, enfin, au centre d'un modèle d'entrepreneuriat. Mais après, notre mission, ça reste d'aider ces innovations à se déployer à grande échelle. Et c'est ça le truc pour lequel on se lève principalement. Ouais, c'est clair. Et vous avez combien de projets qui ont été lancés jusqu'ici? Alors, on a reçu 750 dossiers d'investissement, donc de projets depuis le 1er janvier 2021, donc depuis un peu plus d'1 an. Et on a investi seulement sur 3. Donc, juste pour te donner un ordre Ouais, il y a un gros. à quel point c'est sélectif ce process. On a investi 3 millions d'euros sur ces 3 projets. Donc, pas tout à fait 1 million d'euros chacun, mais voilà, à peu près. Et là, on a prévu de refaire des investissements un peu plus massifs là sur un nouveau projet très prochainement. Ok, donc c'est quand même des gros montants que vous investissez sur les projets par rapport à la levée que tu as pu faire, quoi. C'est pas c'est pas tu t'es pas en mode butinage, ou je sais pas comment on peut dire, mais quand vous y croyez, vous y allez, quoi. En fait, le constat qu'on a fait sur la route en travaillant avec beaucoup d'innovateurs, c'est qu'ils sont dans une vallée de la mort. En fait, ils sont coincés entre le moment où ils ont leur subvention, mais qui font jamais le taf et des petits sites de la love money en gros pour quelques centaines de milliers d'euros et le moment où ils sont tellement viables que parce qu'ils ont un modèle économique, un vrai CEO à la tête du truc, etc., que les fonds s'intéressent à eux et où ils prennent des dizaines de millions parce que sur ces innovations, en fait, il y a pas de sujet. C'est pas il faut y aller avec des dizaines de millions en fait à partir du moment où ça envoie.
Et donc nous, on arrive pile au moment où ça fait mal, quoi, à l'endroit où faut absolument trouver une solution pour les faire passer de cette phase dont on vient de parler à la phase, ok, on est viable pour choper des millions et des millions par des gros fonds. Et donc nous, on vient ici, on vient mettre le pansement ici, et c'est l'endroit où absolument personne ne veut investir, parce qu'en fait, c'est l'endroit le plus risqué, le plus merdique, le plus dangereux. Et donc nous, notre rôle, c'est d'aller là. Et c'est précisément ce que fait Time jusqu'à 10 millions d'euros max. Donc en gros, on mettra, je pense, jamais plus que 10 millions d'euros dans un projet, mais on peut aller jusqu'à 10 millions d'euros en plusieurs fois. Hein, il n'y a pas de problème si on fait plusieurs virements, 1, 3, 6, enfin 1, 3, 4 du coup, par exemple. Mais en fait, on dépassera pas 10 parce que après, c'est plus notre rôle. Après, si le relais n'est pas là, c'est qu'a priori, c'est pas bon signe, quoi. C'est ça. Nous, on doit être un lanceur, en fait. Ouais. Je sais pas comment te le dire, mais tu vois, c'est ça la vision du truc. C'est là, ils arrivent pas à décoller, faut qu'on les lance, et puis après derrière, faut que ça parte plus loin, mais ça sera moins notre rôle. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute! Canon, moi tu vois, je m'étais posé la question en tant qu'entrepreneur d'avoir une démarche en toute proportion gardée, mais d'essayer de mettre les entreprises avec un impact social et pourquoi pas essayer de réunir avec justement les talents d'entrepreneurs qu'on a autour, d'avoir du sens. Et voilà, moi mon idée au départ c'était d'avoir un impact social sur les gens, je sais pas, sur l'intégration, sur je sais pas quoi. Qu'est-ce qui fait, tu vois, parce que c'est des idées qui restent dans les cartons, que tu discutes avec une bière, autour d'une bière, machin. Qu'est-ce qui fait que tu nous as expliqué comment ça s'est lancé et voilà comment le projet a démarré, mais qu'est-ce qui fait selon toi que l'ampleur est celle-ci aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des éléments qui, selon toi, l'expliquent ou ça fait partie de la magie de la vie et vous êtes encore en train de vous poser la question de comment tout ça a pu arriver? Bah, en toute transparence, nous, on trouve pas ça si ouf. Hein. Pour l'instant, tu vois, on aimerait bien que ce soit beaucoup plus ouf, hein, clairement. Donc, c'est bien. Au moins, ça a fait ses preuves. On a fait la preuve de concept. On a montré que l'ensemble de la boucle fonctionne. Ça, c'est cool. Enfin, tu vois, déjà, on a démontré que nos hypothèses sont viables. Maintenant, on aimerait bien que ça aille... ça change d'échelle là, tu vois. Donc typiquement, moi, j'aimerais bien que là, on arrive à lever des dizaines de millions par an. Donc on travaille à ça, hein, et on discute avec plein de gros corporates pour. Mais je pense que ce qui fait la diff, c'est que vraiment les gens ont compris que c'est leur projet et que ils doivent être des ambassadeurs, pas juste des mecs qui ont mis un peu de thunes et qui attendent qu'on leur rende des comptes. Je pense que c'est vraiment autour de ça que Time for the Planet arrive à se nourrir d'une belle traction. Parce que en fait, chacun se dit, c'est mon rôle d'aider ce truc à grandir, au même titre que eux. Et puis, comme ça a été catalysé par des intentions qui étaient très sincères et bah, tu vois, nos comptes sont transparents, nos comptes sont publics, on n'avait pas de salaire jusqu'à maintenant, les gens le voyaient. Enfin, tout ça fait que je pense que les gens ont facilement été capables de se dire, ok, je vais y mettre du mien. Et je pense aussi qu'il y avait une vraie volonté de plein de gens de se rendre plus utiles au quotidien. Et donc tous ces gens, pour se rendre plus utiles, n'avaient pas d'outils, n'avaient rien. Donc ils sont forcément, je pense, retrouvés enfin avec quelque chose qui est actionnable facilement. Et ça fait qu'ils se sont emparés du truc, quoi. Ouais, et c'est vrai que les gens ont dans la société, elle est très paradoxale, mais on se rend compte que il y a quand même une grosse frange de cette population qui est prêt à s'investir sur ces causes-là, à mettre ses compétences, son temps et peut-être son argent. Ça doit être impressionnant de voir cet engouement. Et pour ceux qui se posent la question de rejoindre le mouvement, il y a un truc assez fascinant et que je trouve assez inspirant pour moi qui ai passé pas mal de temps à essayer de réfléchir à l'organisation des équipes pour Equiden. C'est l'organisation interne de cette communauté. On parle de planètes, de comètes, de gluants, de quarks. On peut prendre 2 secondes pour que tu nous donnes les grandes lignes de cette organisation dont tu parlais tout à l'heure, mais sans citer le détail. Mais moi, ça m'intéresse de voir comment tout ça s'organise. Ouais, avec plaisir. Alors, on prend pas de drogue, hein, je précise. On reste un peu dans la sémantique. Alors, c'est assez simple. En fait, on s'attendait pas à ce que des milliers de personnes vraiment nous disent moi, je veux consacrer des heures à Time for the Planet en plus de mon argent. Et donc face à ça, on était un peu débordés. On se disait putain, mais comment on organise ça? Donc on leur disait bah parlez-en autour de vous, parlez-en, voilà. Mais on sentait qu'on passait à côté d'un vrai potentiel. Et du coup, Nico s'est dit ok, il faut organiser une structure en interne mieux foutue. Et donc, ce qu'on fait, c'est très simple. En fait, on regroupe les gens par planète. Donc, les planètes, c'est des viviers de compétences communes
typiquement traducteur, avocat, voilà, tout type de métier ou de compétences. Et ça peut aussi être pour des caractéristiques communes, comme par exemple employé EDF ou lyonnais, quoi. Voilà. Et donc ces planètes, on met les gens dedans, c'est eux qui s'inscrivent d'ailleurs, et on leur demande rien. Donc ils sont dedans, voilà, et tout ce qu'ils font, c'est des apéros régulièrement. Donc ça va, a priori, c'est pas trop dur. Par contre, quand on a un besoin venant de Time for the Planet ou d'une de nos filiales très spécifique, par exemple traduire notre site dans toutes les langues du monde, et ben là, on va envoyer un message dans la planète, donc la planète traducteur, et on va leur dire salut, on a besoin de traduire le site en portugais. Et là, ceux qui sont sur place se manifestent et disent OK, c'est parti, je fais la traduction en portugais. Et donc là, on a des commit leaders. Donc quand on fait une commit, c'est donc un projet comme celui-là. Et les commit leaders qui vont être élus et qui vont gérer de A à Z le fait que le projet se porte bien. Et en fait, tout ça s'organise très facilement en autonomie sans nous contacter. Donc c'est assez incroyable. Quelle est la source d'inspiration de ce modèle? Est-ce que ça fait très penser aux entreprises libérées? Est-ce que il y a eu un modèle qui vous a inspiré, ou est-ce que c'est vous qui vous êtes Ouais. Alors là, il faut rendre à César ce qui est à César. Nicolas, donc, c'est un énorme fan de Mohamed Younous, du social business, Ouais. et extrêmement fan aussi de l'entreprise libérée. Donc, il nous a fait un croisement d'un peu tout ça. On l'a un peu challengé pour que le truc soit parfait, mais en vrai, enfin parfait, c'est jamais parfait, mais pour que ça marche. Mais c'est vraiment lui qui s'est inspiré de ces deux choses-là et qui nous a pondu ça. Et franchement, c'est assez génial parce que ça fonctionne en fait. Là aujourd'hui, on a 5000 personnes qui sont des associés actifs au sein de la galaxie de l'action, et c'est démentiel le nombre de trucs qui se passent, quoi. Le nombre de trucs qu'ils font sans même nous contacter, hein. C'est ça qui est dingue, c'est le truc s'auto-porte, quoi. Enfin, nous, le but, c'est ça, c'est que le mouvement nous dépasse, que chacun puisse s'en emparer et l'aider à grandir, même si demain on se fait abattre froidement dans la rue, quoi. Donc si on arrive à ça, et que ça finit par vraiment fonctionner sans nous, on aura gagné. Ça sera pour nous la réussite maximale de cette expérience. Un peu comme le Bitcoin, tu vois, qui a plus de tout besoin de ses créateurs et qui vit. Bon, il vit pour des raisons, c'est pas forcément les bonnes, mais en tout cas, voilà, ça nous inspire ce genre de truc très décentralisé qui fonctionne en indépendance. Ça, c'est génial. Bon, canon. J'avais une petite question sur les entreprises. T'en parlais tout à l'heure, là, tu vois, j'étais à ce micro il y a pas longtemps avec Engie, et la responsable de l'innovation du groupe qui m'expliquait que 80% des technos qui vont permettre de tenir les engagements climat de 2030 n'existent pas. Pas hyper rassurant. Mais globalement, vous avez quoi comme lien avec les boîtes? Parce que je trouve que vous êtes très liés aux individus, et je sais pas, en tant qu'invest ou enfin à d'autres niveaux, mais est-ce que vous avez des liens avec les entreprises? Est-ce que vous cherchez à développer ces liens avec les entreprises, ou vous êtes vraiment très orienté, on va dire, citoyen et individu? Ouais, alors déjà juste, je réfute la thèse de la collègue d'Engie. Elles existent, mais elles ne passent pas à l'échelle. Vraiment, encore une fois, c'est le constat de Time, et ça, on l'a validé sur le terrain, et c'est vrai, donc il n'y a pas de sujet. Les liens qu'on a avec les entreprises étaient assez faibles au démarrage, parce qu'en fait, c'est clairement les citoyens qui ont accroché, et les entreprises ont rigolé en disant mais personne n'investit sans retour sur investissement, les amis. Mais maintenant qu'on approche des 50 000 actionnaires, en fait, beaucoup d'entreprises s'intéressent à Time for the Planet, parce qu'en fait, les collaborateurs en interne les secouent en leur disant les gars, moi je suis actionnaire à titre perso, ce serait bien que on s'y mette aussi avec la personne morale de l'entreprise. Et on a 1500, je crois, entreprises aujourd'hui qui sont actionnaires. Donc ça va de la TPE ou de l'unipersonnel jusqu'à des boîtes avec plusieurs centaines de salariés, milliers même d'ailleurs. Et là, on a beaucoup de discussions. Moi, j'ai rencontré plein de PDG du CAC 40 ces dernières semaines, et c'est assez dingue parce que maintenant qu'on est un mouvement crédible, on va dire, et qu'il y a vraiment beaucoup de citoyens, et qu'on ouvre la page actionnaire et qu'on tape, je sais pas, Bouygues, et boum, qui voit 200 mecs qui sont dans ses collaborateurs et qui sont actionnaires, parmi eux des managers, des machins qu'ils connaissent, ça leur fait quelque chose, et ils se disent ok, ça m'intéresse, on va en parler. Donc je pense que le sujet de l'entreprise devait arriver plus tard, et devait être amené par le fait que ça prenne côté citoyen. Okay. Je sais pas si c'était vraiment ta question ou pas. Si, c'est ça, mais en fait, après, je me demandais si justement si certaines boîtes étaient investisseurs, très bien. Après, je pense qu'il y a des intérêts communs, ou peut-être il y a presque une compétition, parce que tu vois, une boîte comme Engie qui investit beaucoup d'argent pour faire de l'innovation, je me disais, mais en fait, est-ce que ces boîtes-là te voient comme un allié ou potentiellement comme un concurrent? Est-ce qu'elles peuvent pas s'inspirer des technos que vous allez chercher pour elles les faire passer à l'échelle avec une vision plus économique que la vôtre? Je sais pas si c'est des sujets ou pas. En fait,
elle savait pas trop comment nous voir, mais maintenant elle nous voit clairement comme je sais pas comment on peut dire, un dérisqueur, parce qu'en fait, nous on a zéro problème avec le co-investissement dans un temps de. Une fois qu'on a fixé nos règles qui sont open source et c'est nous qui allons chercher le CEO, tu vois, si un mec comme Engie vient et dit, en fait, cette innovation là, vous l'avez fait sortir de terre, vous l'avez trouvée, vous l'avez mise sur les rails, vous avez trouvé les premiers clients, vous avez validé le modèle économique, donc maintenant nous on est chaud d'y aller. On est capable de mettre des dizaines de millions, on rentre en co-invest, ok, avec plaisir en fait, c'est le modèle de Time. Et donc maintenant ils commencent à se dire, ok, eux c'est intéressant parce que ils ont un process de sélection vraiment violent, ils arrivent à sourcer des innovations partout mieux que nous, et ils arrivent à les qualifier, les préqualifier pour nous sur des investissements plus massifs. Et du coup, dans cette logique-là, ça les intéresse carrément. Tu vois, ça change pas mal la donne parce qu'ils se disent, en fait, je vais mettre dans Time. Et comme ça va me permettre de garder un œil sur les boîtes sur lesquelles j'aurais envie de faire du co-invest demain. Ouais, c'est clair. Et en plus, ces boîtes-là enfin, en fait, il y a une complémentarité, quoi. Derrière, ouais. elles peuvent amener le débouché marché là où toi, tu peux faire émerger la tech, ou en tout cas être dans le prolongement de votre action, en fait. Si tout Exactement. Tu vois, si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette espèce de vallée de la mort, eux, jamais ils peuvent investir dans la vallée de la mort. Ils sont pas du tout structurés pour ça. Ils vont foirer leurs investissements. Et c'est parce qu'il faut dérisquer. Et pour dérisquer, il faut amener la compétence entrepreneuriale, il faut amener tout ce qu'on amène avec le réseau de citoyens aussi de Time for the Planet. Il faut amener de l'argent aussi, évidemment. Mais du coup, on a créé une espèce d'objet qui est le plus adapté possible à rentrer dans ce trou dans la raquette, quoi. En gros. Ouais. Si on regarde la place de la tech dans tout ça, ça m'intéresse de savoir les outils que vous utilisez chez Time là, en ce moment pour communiquer, pour travailler, toute cette communauté autour de vous. Tu parlais de Discord tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou plateformes qui sont utiles au quotidien pour vous? Alors nous, on est très no-code. On va beaucoup plus vite avec le no-code. Donc on utilise Stacker, par exemple, qui nous permet de faire des back-office un peu, je sais pas si tu connais, mais voilà, c'est hyper bien. On utilise Airtable pour pour vraiment, base de données, toute la data. Voilà. On utilise Autopilot pour la partie mail, automatisation d'envoi des mails, création de journées, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre en phare? On utilise Zapier comme des bourrins parce qu'on fait des conglomérats de plein d'outils. Typiquement, pour devenir actionnaire en ligne en 2 minutes, en fait, on a pris 4-5 outils qu'on a mis ensemble pour créer un parcours. On utilise énormément Typeform aussi pour simplifier les parcours utilisateurs, les expériences. Je pense que là, c'est le gros du bordel. Hein. Et, voilà. Et la tech qui a plusieurs facettes. Dans un monde plein de paradoxes, la tech, c'est plutôt un ami ou un ennemi de l'environnement? Ça c'est une vraie question. Moi je pense, c'est ma vision perso d'Arthur Aubeuf, pas de Time for the Planet, que en fait on est dans l'étape où la communication est la plus cruciale pour l'histoire de l'humanité, et donc on a besoin de collaborer à très très grande échelle et de communiquer à très très grande échelle très vite pour faire cette transition. Je pense qu'on peut pas le faire sans la tech et sans les outils qu'on a aujourd'hui. Donc je vois la tech comme un super levier pour collaborer très très vite, s'organiser ensemble à plusieurs milliards pour faire la transition. En revanche, il faut que la tech ait un sens. Et donc la tech pour la tech, ça sert à rien. Si c'est de l'innovation gadget pour faire des lanceurs de croquettes pour chiens, c'est du gâchis. C'est encore une fois à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. La vraie question. Ouais. Il y a un truc assez marquant, je trouve, dans l'approche de Time, et dans tous les fondateurs, c'est le côté bienveillant. Vous n'avez pas une démarche arrogante ni moralisatrice. Ça vient d'où ce mindset quand on est engagé comme ça, qu'on voit que le monde se dégrade, on voit qu'on a du retard, qu'il y a des solutions, mais que le passage à l'échelle est compliqué. Ça donne pas envie de s'énerver un peu parfois et d'être un peu moins pacifiste? Alors moi, je traîne beaucoup avec les énervés. Je traîne avec tout le monde, avec les énervés, avec les chefs d'entreprise qui s'en foutent. Et en fait, ce que je vois, c'est que ça sert à rien d'être énervé, quoi. C'est un peu l'expression, la haine ne détruit que ceux qui la portent. Quand on s'énerve, on fait pas avancer le schmilblick. C'est très bien qu'il y ait des lanceurs d'alerte, si ils le font avancer parce qu'ils créent du débat, de la discussion, mais dans l'action, je trouve que c'est pas très utile. Nous, on doit fédérer et on a plutôt une ADN. Justement, on veut rassembler largement. On sait qu'on n'était pas du tout irréprochable sur le climat avant. On sait qu'on l'est toujours pas. Hein. Clairement, personne peut être un super-héros du climat dans un monde qui a pas fait sa mutation. Donc ça nous va pas trop de jouer les donneurs de leçons parce qu'on n'est pas du tout à l'aise dans cette position, parce qu'on est réprimandable si on le fait, et qu'en plus on trouve que c'est pas du tout la bonne manière d'emmener les gens à la transition. Je pense que chacun est là où il est en termes de compréhension de ses enjeux et puis de cheminement, et le but c'est que chacun ait envie d'aller à l'étape d'après. Donc il faut prendre les gens là où ils sont avec bienveillance. Enfin vraiment, nous c'est notre vision pour qu'ils aient envie de s'y mettre. Tu vois. Personne n'a envie de rejoindre une cause où tout le monde se tire dessus et où tout le monde est dépressif, quoi. Enfin, en tout cas, nous, on n'avait pas envie. Et c'est un peu ça aussi, c'est qu'on a voulu adresser le sujet du climat à notre manière, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour,
zéro moralisation, zéro culpabilisation, parce que nous-mêmes, ça nous saoule en fait. Enfin, moi, il y a des mecs qui viennent me voir, je me dis mais j'ai envie de jeter mon papier par terre, quoi. C'est parce que c'est agressif, parce que ça t'accule, et en fait, c'est pas un truc qui, moi personnellement, auquel je suis réceptif. Okay. Alors que quelqu'un qui me dit t'inquiète mec, t'es loin du compte, mais moi aussi, et en fait chacun doit s'améliorer et aller dans le bon sens, et tu vas voir, c'est plutôt stimulant et c'est plutôt excitant, parce qu'en fait il y a des débouchés sur plein de choses vachement plus cool de manière générale sur notre société, typiquement le fait qu'on a du mal à avoir des sociétés où les gens sont vraiment heureux, où la santé mentale se dégrade, etc. Là il y a plein de sujets et il y a plein de solutions aussi autour du fait de réfléchir autrement notre manière d'habiter le monde, et moi ça m'excite, tu vois, c'est des trucs, ça m'excite quoi. Donc je préfère le voir de cette manière-là. Et puis, je pense quand t'es dans l'action et que tu fais de ton mieux, bon, bah, après, t'es pas, en tout cas, moi, je le suis pas, t'es pas éco-anxieux, quoi. Tu te dis, écoute, j'aurais fait de mon mieux, et franchement, je peux pas m'en vouloir d'avoir fait de mon mieux. Donc, oui, il n'y a pas de voilà. petite gêne par rapport à l'ensemble des levées de fonds qu'on peut voir un peu pleuvoir à droite à gauche en ce moment, et qui mettent peut-être beaucoup d'argent à des endroits différents des réels enjeux. Pas de remarque là-dessus? Bah, non, je peux pas en faire parce que j'ai pas non plus la prétention d'avoir la science infuse, hein. Ça se trouve, nous, on se fout le doigt dans l'œil et puis eux, ils ont raison de faire ça, tu vois, on sait pas, hein, l'avenir nous le dira. En tout cas, nous, on fait en fonction de nos convictions et de ce que nous disent les scientifiques. Si d'autres pensent qu'il faut mettre des quantités astronomiques de thunes ailleurs, ben écoute, moi, zéro souci, ils le font, j'ai rien à leur dire, et même je m'intéresserai au truc pour comprendre et puis peut-être apprendre. Après, nous, si d'autres gens partagent nos convictions, qui viennent nous aider à mettre plus d'argent du côté de nos convictions à nous, mais j'oppose pas les deux et j'ai pas de problème avec ça. Franchement, ça serait quand même prétentieux de dire il faut pas faire ça, il faut faire ça, quoi. Donc nous, on fait avec ce qu'on a comme élément de compréhension du monde et ce que nous disent les scientifiques, qui eux-mêmes ont un certain nombre d'éléments de compréhension du monde. Et puis voilà, et puis on est en détente et voilà. Ouais, chapeau, parce que c'est pas facile d'être autant engagé et autant tolérant aussi, et avec autant de sang-froid, donc chapeau. Tu vois, moi j'ai des potes qui ont des boîtes, ils les vendent 100 millions pour de vrai là récemment, et en fait c'est des mecs fantastiques, quoi. Je passe du temps avec eux, ils sont pas du tout écolos, mais en fait c'est des gens fantastiques, brillants. J'apprécie énormément ces gens, ils m'inspirent, ils m'enrichissent. C'est pas parce qu'ils sont pas écolos que c'est des merdes. Enfin, tu vois, je trouve ça complètement naze comme raisonnement, quoi. Et du coup, moi je fais mon truc, j'essaye pas de convertir les autres. En revanche, mon truc, si ça prend, eh ben, je vois que ça les intéresse aussi et que ça les intrigue de la même manière que ce que eux font m'intrigue. Et puis tout ça nous amène dans une direction qui est plutôt la bonne, hein, j'ai l'impression. Donc c'est cool. Cool. Quelques questions un peu plus perso avant de se séparer. Quelles sont les boîtes, ou les grands groupes qui ont une démarche environnementale honnête et efficace, qui pourraient, selon toi, être des modèles aujourd'hui? Ça, je saurais pas trop te répondre, je t'avoue, parce que il y a des gens tellement honnêtes dans des groupes tellement malhonnêtes. Franchement, enfin, c'est ce que je ressors de beaucoup de discussions que j'ai eues. Tu vois, par exemple, j'ai discuté avec Brune Poisson, qui est la CEO de Accor. J'ai passé du temps avec elle et franchement, elle est extrêmement compétente sur les sujets du climat, sur les sujets environnementaux. Elle est extrêmement sincère. Elle a vraiment compris ce qu'il faut faire, comment il faut faire shifter l'entreprise. Pareil pour Marie, la CEO de KPMG, avec qui je discute souvent. Mais autour d'eux et autour d'elle, tiens, principalement c'est marrant parce que c'est plutôt tendance à être des femmes, hein, quand même, celles qui sont les plus efficaces sur ces sujets. Bah, il y a aussi tout un schéma, tout plein d'injonctions contradictoires, et elles se battent et elles se butent. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de grands méchants ou de grands gentils dans les entreprises. C'est, comme on l'a dit, c'est plein de gens, c'est plein d'entités et de gens réunis. Et donc, il y a plus ou moins des gens qui ont compris, plus ou moins des gens qui se battent dans la bonne direction. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a un truc sur lequel on peut cracher, c'est que les modèles d'entreprise tels qu'ils sont conçus comme étant performants et socialement validés, ne sont pas soutenables. Mais donc il y a plein de gens en interne dans ces boîtes qui savent qu'il faut faire changer ça et qui font leur mieux pour. Et puis il y a d'autres gens qui disent non, ça a toujours été comme ça, je vois pas pourquoi on changerait. Mais en tout cas, c'est difficile de dire qu'il y a des boîtes super, il y a des boîtes pas super. Okay. Il n'y en a pas une qui sort du lot, en tout cas, dans tout ce que tu as pu voir, qui a une démarche fondamentale et globale. Allez, si, quand même, il y a Decathlon. Mais Decathlon dans les paroles, et après, dans les actes, ils ont du mal, comme tout le monde, à être ultra cohérents tout de suite. Mais en tout cas, ils se font violence, quoi. Okay. Ça, on peut le dire, ils se font violence en interne. Après, c'est un peu une réponse de politicien que je te fais là, hein, mais en vrai de vrai, je sais pas trop comment te répondre parce que c'est difficile de juger. Et avec ton rôle aujourd'hui, toi, à titre perso, j'imagine que tu dois avoir une démarche de protection de l'environnement ou une démarche un peu cohérente par rapport à toutes tes actions. Ça se traduit comment dans ton quotidien, cette démarche, en dehors de pisser sous la douche, ton beau slogan? T'as adopté de nouvelles façons de te déplacer. Tu parlais tout à l'heure de l'avion, que t'as arrêté de consommer. Tu peux nous donner quelques illustrations comme ça de ce que t'as mis en place à ton échelle?
Ouais, bah en vrai, j'ai changé beaucoup de trucs. D'abord, j'ai commencé par faire mon bilan carbone perso. Donc Ouais. ça se fait facilement sur Nos Gestes Climat. C'est très intéressant, hein, tu vois. En gros, ça te permet de voir où tu te situes. En gros, la moyenne française, c'est à 9,6 tonnes par an. Et donc là, moi, je suis à 3,7 tonnes. Mais quand j'ai commencé Time, j'étais à 8 tonnes. Donc tu vois, j'étais encore loin du compte. Et donc du coup, pour faire baisser tout ça, j'ai fait pas mal de trucs. Donc le premier truc, c'est que j'ai quasiment, je suis quasiment sur du déplacement exclusivement en train maintenant pour tout. Et donc ça m'a demandé de réduire beaucoup la voiture sur certains trucs. Et moi j'ai carrément adapté mon mode de vie. Alors c'est un truc que tout le monde peut pas se permettre, mais j'ai fait un gros shift de mode de vie pour pouvoir quasi exclure la voiture. En fait maintenant j'habite un mois à un endroit, un mois à un autre, et je change tout le temps dans des colloques éphémères. J'appelle ça comme ça. Voilà, c'est un petit concept. Donc je propose à des gens de venir faire un mois avec moi à un endroit ou à un autre. Donc là par exemple en ce moment je suis du côté d'Aix-en-Provence. Après je vais du côté d'Osgore. Et donc je ne prends pas de voiture quand je fais ça. Ou ça peut m'arriver mais c'est rare. Et du coup, ça me permet d'explorer un endroit, de découvrir un nouveau lieu, d'être sur une espèce de vie aventureuse qui me donne le sentiment d'être un peu aussi en voyage, en vacances, sans pour autant trop consommer de carburant. Et ça, c'est cool parce que je suis plutôt du genre aventurier quand même et j'aime bien bouger beaucoup. Donc tu vois, avant, ça me posait problème. Par exemple, l'hiver, moi, j'allais au ski, mais comme un taré, quoi. J'y allais 5 fois par semaine. Tu sais, mes parents sont pas loin des stations de ski, mais il faut quand même aller 30-40 minutes pour monter. Et donc ça, je le faisais tout le temps, quoi. J'y allais à la frontale le soir, et donc j'utilisais ma caisse comme un malade, quoi. Je sais pas, je faisais 20 000 bornes par an de voiture parce que j'avais toujours envie d'aller à droite à gauche, quoi. Et donc là, maintenant, je suis passé à 5 000 bornes par an de voiture, juste en changeant un peu ça. Et j'ai complètement arrêté l'avion, donc je me suis rendu compte aussi que je pouvais trouver ce que je cherchais en termes d'aventure, de voyage, d'expériences excitantes en France en faisant ça. Donc du coup, ça m'a bien réduit. Et puis j'ai quasi arrêté la viande. Ça m'arrive d'accepter de la viande. Et en fait, quand je vais manger chez quelqu'un et qu'il a fait de la viande, bah je dis rien parce que je suis pas du genre casse-burne. Mais par contre, moi, j'en achète plus du tout. Et ça, pareil, ça fait baisser beaucoup. Et puis après, ben moi, j'ai jamais trop été un fan de mode et donc j'achète quasiment jamais rien, ni électroménager, ni fringues, machin. J'achète le strict minimum quand besoin. Donc ça va assez vite de descendre. Et tu vois, là, je suis à 3 tonnes 9 ou 3 tonnes 7, je sais plus. Mais clairement, je suis en avance, quoi, parce que c'est l'objectif pour être pour chacun en 2026 ou 2027, ça. Donc ça Ok. va, je me suis pas trop mal. Ça marche. Quels sont les éléments qui ont été le plus difficiles à gérer jusqu'ici avec Time? Très bonne question, ça. Franchement, il y en a tous les jours, c'est hyper dur. Faut pas penser que c'est une partie de plaisir non plus, quoi, parce que tous les jours il y a des galères et tous les jours il y a des trucs qu'on se dit on sait pas comment on va faire. Je pense que le plus dur, on va dire, c'est la gestion des mises en place des collaborations. En fait, on s'attendait pas tant à ce que ça soit aussi challengeant. Tu vois, par exemple, là, on est en train d'essayer de prendre des participations dans une boîte. Euh, Ils ont déjà des actionnaires minoritaires de manière assez nombreuse parce que ils ont fait du love money un peu. Et donc, il y a plein de mecs qui veulent pas sortir. Il y a plein de mecs qui... Et donc ça, c'est un enfer, tu vois. C'est un exemple parmi d'autres, mais qu'on n'avait pas forcément anticipé avec cette typologie-là de prise de participation. Et pourtant, si, c'est quand même là, et c'est quand même, pardon, pas casse-couille, mais c'est quand même un peu chiant. Donc du coup, il y a ça qui est assez compliqué. Il y a aussi le fait que on voit que pour des investissements massifs de corporate, c'est vraiment du long run, quoi. Ça prend, ça doit prendre un an minimum, quoi, pour qu'un corporate mette plusieurs millions. On a engagé beaucoup de process pour des investissements avec des corporates sur plusieurs millions. On a des dizaines de millions d'euros dans le pipe avec les discussions qu'on a eues qui sont avancées, qui sont sérieuses. Mais c'est long, quoi. C'est long, c'est compliqué, c'est pas simple, quoi, d'aller chercher beaucoup d'argent avec un modèle, un mouton à 5 pattes comme nous. Déjà, c'est pas simple sans avoir un mouton à 5 pattes, donc on se rajoute un peu ça. Donc voilà, ce qui vraiment nous aide, c'est d'avoir de plus en plus de monde, de plus en plus de citoyens. C'est vraiment ça, en fait, c'est ce qui nous ouvre toutes les portes, c'est ce qui nous permet de convaincre, et donc on a vraiment besoin de ça. Il faut qu'on reste concentré là-dessus, quoi. Et est-ce qu'il y a un truc qui te rend particulièrement fier? Bah, il y en a plusieurs qui me rendent particulièrement fier avec Time for the Planet, mais je pense que ce qui me rend le plus fier, c'est que je je me sens en phase avec mon ADN. Je sais pas comment te dire, mais Ouais. mon ADN de montagnard, de mec qui aime la campagne, qui aime la nature. J'ai baigné dans un monde ultra startup nation où c'était quasiment être un paillou en fait d'être comme ça et t'en avais presque un peu honte. Tu le cachais, tu vois. Enfin moi, tous les entrepreneurs que je croise, ils ont fait HEC, enfin machin truc. Moi, je viens d'un village de 200 habitants dans les montagnes. J'ai fait une fac de sport, quoi. Et en fait, maintenant, j'assume ça, mais de manière
totale et c'est quasiment le truc qui fait que finalement ça se passe bien avec Time for the Planet. Donc je pense que j'ai trouvé mon terrain constructible. Je suis au bon endroit, quoi. Je suis pas dans un marécage pour moi. Je suis au bon endroit au bon moment et je suis qui je dois être pour ce projet. Et ça c'est tellement dur. C'est tellement dur. Je l'avais jamais trouvé sur les boîtes précédentes. Donc je pense que c'est le truc qui me fait le plus plaisir. Ouais. Bon, cool. Est-ce qu'il y a un bouquin que tu recommanderais à tout le monde de lire? Bah comme toujours, je recommande Sapiens. Moi, je le trouve Ok. super cool. Je trouve qu'il permet de prendre du recul à fond, en fait, de remettre en perspective justement plein de choses et de se dire ouais, en fait, ces machins là qu'on considère comme acquis et comme empiriques de toujours, je sais pas, par exemple la croissance ou tu vois des trucs comme ça. Ouais, en fait, bon, ça date d'il y a 50 ans, quoi. Enfin non, il y a 200 ans même pas. Alors que si tu prends l'histoire de l'humanité dans son ensemble, on a quand même traversé un sacré paquet de machins. On s'est sacrément remis en question à plein de moments. Et ça, c'est intéressant de, tu vois, ça remet en perspective sur pas mal de trucs. Ok. T'as croisé un paquet de monde ces dernières années, toi. Il y a une personne ou une rencontre qui t'a marqué particulièrement, j'ai envie de dire. Ouais, il y en a plein. Alors, putain, c'est dur de le positionner, mais je vais le faire et je vais l'assumer. C'est Nicolas Hulot, moi, le mec qui m'a le plus bouleversé. J'ai passé une après-midi chez lui. Alors, il est maintenant, on va dire, retraité médiatique. Je sais pas comment on peut utiliser un terme convenable. En tout cas, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que discussion, je l'ai trouvé incroyable, extrêmement brillant, extrêmement lucide, une vision super positive alors qu'il est militant depuis très longtemps, une prise de recul de malade. Enfin, moi, j'ai vraiment été impressionné et ça m'a bien plu de le rencontrer et j'ai été d'autant plus peiné d'apprendre ce qu'il avait fait après, quoi. Ouais, le dernier déboire dans lequel il est. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile dans ton parcours? Bah, il y en a plein. Hein. J'espère qu'il y en aura encore d'autres. Disons que le plus utile, celui qui m'a le plus touché et qui a vraiment changé ma vie, c'est ça pourrait presque être la phrase de Jean-Claude Duss, tu sais. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. C'est un malentendu, ça peut marcher. En fait, on me l'a plus ou moins souvent redit, mais d'une autre manière, en mode rien n'est vraiment grave, quoi. Et c'est pas grave, le syndrome de l'imposteur, on n'a pas le temps de s'en occuper, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir? Je sais pas, je dirais que j'utilise le moins possible d'app en ce moment, mais allez, je dirais Spotify parce que la musique, ça peut changer une vie et c'est la nourriture pour les oreilles, la musique. Si t'as de la bonne musique dans les oreilles, tout va bien. Pour accompagner les voyages. Si je devais inviter une personne à ce micro qui est dans le monde de l'innovation ou de la tech, qui peut avoir un parcours inspirant, tu me recommanderais qui? Alors, j'ai pensé à quelqu'un il y a hier et je me suis dit putain, lui c'est la prochaine personne que je recommande et ouais, si, allez, Maud de Green Got qui a fait une néobanque qui est bien lancé. Ouais. Canon. Eh ben merci d'avoir pris le temps merci de partager toutes ces infos, tout ce parcours jusqu'ici. Bravo pour ce que vous avez fait. C'est que le début visiblement, mais j'ai hâte de voir la suite. Bah merci et bravo à toi également. Hein. C'est super cool ce que vous faites. Salut Arthur. À bientôt. Ciao. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.